tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième séquence. On va pouvoir cet après-midi aller dans le détail de ces 4 axes et ça a été dit ce matin, c'est un accord qui est vraiment travaillé dans le détail, sur différentes modalités qui sont autant à la fois de cibles d'économie mais aussi de leviers d'optimisation et pour vos modèles économiques et de transformation aussi du cadre réglementaire et contractuel pour que vous puissiez aller au-devant de ces objectifs. On va en parler axe par axe, puisqu'il y en a 4. Le premier sur le transport programmé, le deuxième sur le transport partagé, troisième certification et quatrième autour de l'UPH. On va en parler avec des intervenants de vos 2 fédérations qui vont venir me rejoindre sur scène. Et on aura avec nous tout au long de l'après-midi en visio de Paris, puisque les problèmes de train l'ont empêché de nous rejoindre dans cette belle ville de Reims, Pierre-Emmanuel de Jonis qui est avec nous. Johnny, bonjour. Vous nous entendez? Est-ce que vous entendez bien, Pierre-Emmanuel? Bonjour, je vous entends très bien. Pierre-Emmanuel de Joigny, responsable du département en charge des professions médicales, qui a été l'un des acteurs côté CNAM de l'élaboration et des discussions autour de cet accord et de ces axes-là et qui les connaît bien. On va commencer par les 2 premiers axes. Pour cela, j'appelle à me rejoindre sur scène sous les applaudissements déchaînés de la salle en délire. Ils nous rejoignent Olivier Assier et Pierre-Yves Stavel. Je vous laisse prendre place. On va aller au-devant de ces différents axes, mais peut-être un mot avant, rejoignant un peu ce qu'on s'était dit ce matin avec vous, Pierre-Emmanuel. Dans quel esprit, dans quelle dynamique aussi se sont conduits les travaux et les discussions des groupes de travail autour de ces 4 axes-là pendant ces derniers mois? J'espère que ce sera partagé comme avis, mais la dynamique a été très bonne, je trouve. On a réussi à beaucoup travailler tous ensemble. Et l'état d'esprit, c'était vraiment de s'assurer qu'il y ait une profonde transparence sur les travaux. Parce que le protocole, certes, c'est un document qui sera probablement signé d'ici quelques jours, mais l'idée aussi, c'est de s'embarquer pendant plusieurs années et de s'assurer que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes personnes autour de la table pour le suivre, mais qu'on se comprenne bien, qu'on se soit mis d'accord sur les mêmes règles et que jusqu'au bout, globalement, on soit sur des chantiers qui se déroulent bien, qui vont jusqu'au bout et qui permettent aussi d'avancer avec votre profession. Donc c'était Alors, vraiment de la co-construction et de la transparence sur cette négociation-là. on va commencer tout de suite et rentrer dans le dur, si je puis dire, celui du premier axe. Premier axe, il est sur le transport programmé. Il y a un montant total d'économie qui a été identifié d'ici 2027 autour de cet axe. Il est de 49 millions d'euros. D'un mot, parce qu'on va le voir aussi sur les 2 axes suivants, comment avez-vous calculé à quoi correspondent ces montants-là pour qu'on les ait bien ait bien en image ce qu'ils représentent? Sans vouloir être du coup dans le rôle de maître d'école avec des tableaux Excel, etc., globalement sur cet axe, le principe est assez simple. On part du principe que beaucoup de patients ont besoin de transport assis et qu'aujourd'hui, on a encore des ambulances, des trajets en ambulance qui sont faits pour des patients qui auraient pu bénéficier d'un trajet en transport assis. Donc, on s'est mis collectivement d'accord sur une cible en quelque sorte de réduire le nombre de trajets en ambulance qui sont faits chaque année au profit d'avoir des transports assis. Donc des transports qui sont en général moins onéreux en VSL par rapport à l'ambulance. Et c'est notamment ça qui porte les économies. Donc on a surtout cet effet-là avec un report de transport en ambulance vers des transports assis qui permet de générer plusieurs dizaines de millions d'économies par an. Ces économies par an qui sont attendues d'un passage d'ambulance au VSL, elles sont en partie liées aux prescripteurs, c'est-à-dire aux établissements qui prescrivent des transports encore beaucoup en ambulance. Comment est-ce que vous allez travailler? Et ça, c'est pas de la main des entreprises de transport sanitaire. Comment vous allez travailler avec ces acteurs-là pour qu'ils puissent eux aussi faire évoluer leurs pratiques? Globalement, vous avez tout à fait raison. Dans cet axe-là, il y a quand même beaucoup de comportements à changer pour les prescripteurs, mais pas uniquement. Ce qui est déjà embarqué en quelque sorte dans les discussions, on a donc enfin,
De la même façon que le protocole qui est négocié, etc., on négocie plusieurs accords avec d'autres professions. Avec les médecins, on a pu signer une convention en 2024 et dedans, on a tout un volet sur les transports. Donc aujourd'hui, déjà, l'assurance maladie essaie de faire de la pédagogie auprès des prescripteurs, à la fois les médecins libéraux, mais aussi dans les structures de soins, qui sont les plus gros prescripteurs en quelque sorte de transport, pour justement réexpliquer les règles, comment ça fonctionne, mais ça, c'est notamment sur le transport partagé. En revanche, par rapport à cet axe 1, c'était une des propositions de vos fédérations justement, de voir comment on pouvait faire évoluer les prescriptions médicales pour essayer de distinguer quand ce sont des transports itératifs. Peut-être qu'à un moment, le patient n'a plus besoin d'être en transport allongé et il peut passer en transport assis. Et de la même façon, pour des patients qui ont des allers-retours dans la même journée, peut-être que l'aller et le retour n'a pas besoin d'être sur le même type de véhicule. Donc ça fait partie des chantiers et globalement, il est déjà prévu qu'on reprenne les discussions assez vite pour voir justement comment on peut faire évoluer les prescriptions, ce qui sera déjà un des premiers leviers pour réussir à avancer concrètement sur cet axe-là. Et dans tous les cas, déjà aujourd'hui, il y a des délégués d'assurance maladie qui rayonnent en France pour discuter avec les médecins, leur faire part justement des nouveautés sur les différents accords conventionnels et donc notamment le protocole, mais également dans les structures hospitalières. Ça passe aussi par une dématérialisation des prescriptions et quel est l'agenda de ce chantier-là? Parce que c'est aussi un élément clé. Complètement. Sur la dématérialisation, donc c'est un chantier qui est absolument lancé. Donc ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, on n'aura pas pu le résoudre. L'idée, c'est de pouvoir avancer le plus vite possible en 2026. Et donc il y a il y a de nombreux chantiers qui sont lancés avec l'assurance maladie et les structures de soins, justement pour réussir à faire en sorte que l'assurance maladie réussisse à s'embarquer davantage dans tout ce qui est logiciel des établissements de santé, ce qui est un peu la problématique aujourd'hui. Très concrètement, mais assurance maladie, on fonctionne très bien avec les médecins libéraux. Avec l'activité libérale, c'est beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui d'être présents et de travailler avec leurs éditeurs. En revanche, pour tout ce qui est hospitalier, effectivement, on a moins d'emprise, mais c'est notamment pour ça qu'on renforce les choses. Et il y a vraiment des directions au sein de l'assurance maladie qui sont spécialisées là-dedans et qui s'activent ardemment pour justement développer notamment oui, l'ordonnance numérique. Olivier, je voudrais rebondir là-dessus avec vous. Sur ce transport programmé, est-ce que vous partagez les constats qui sont faits par Pierre-Emmanuel et finalement, sur quel type de trajet est-ce que les avancées sont aujourd'hui les plus possibles, je dirais, les plus manifestes? Bonjour Pierre-Emmanuel et merci pour le travail accompli ces dernières semaines. On a effectivement un travail que l'on connaît tous sur ce passage de l'ambulance au VSL, sur par exemple le soin itératif qui est finalement ces prescriptions qui vont dans le bon sens, dans l'amélioration du patient. Notre patient qu'on transporte pendant 10 jours dans une ambulance parce qu'il a besoin d'être pris en charge par 2 ambulanciers, au bout du 11e jour, peut largement être pris en charge par un VSL, voire un VSL, le PMR au demeurant. Donc on a cette souplesse-là. L'autre facilité que l'on doit développer et pour laquelle la CNAM doit nous aider, c'est la fameuse dématérialisation. La dématérialisation sera pour nous une facilité pour réduire l'indu. Il y aura, on peut se le dire aussi, un aspect sur la fraude, puisque si une prescription est laissée vierge, comme on peut en connaître encore, ben, il n'y a plus de falsification possible. Et puis la troisième des choses, c'est que cette prescription sur de l'itératif, elle peut être renouvelée beaucoup plus facilement. Parce que la crainte que nous avons aujourd'hui, c'est que cette prescription, si par exemple elle se limite à 10 trajets, elle ne soit pas refaite parce que le patient a besoin de 20 ou 30 séances de plus. Alors que si elle est dématérialisée, elle pourra être faite beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et sécure pour nous, entreprises. On ne va pas non plus parler des dates de prescription datées du jour pour laquelle on récupère des indus sous prétexte que le secrétaire médical n'a pas voulu la prescrire quelques semaines avant. Est-ce qu'il y a des trajets qui vont être particulièrement ciblés? Il le disait, c'est des trajets itératifs, mais est-ce qu'il y a des trajets, par exemple la dialyse ou la rééducation? Est-ce que c'est sur ces trajets-là, finalement, qu'on va pouvoir le plus facilement basculer de l'ambulance au VSL? C'est effectivement cela qu'il faut cibler en priorité.
d'abord pour une question de conditions de prise en charge, puisque s'il n'y a pas une hospitalisation de journée sur de la rééducation fonctionnelle, on sait bien que le transport ne peut pas être pris en charge à VSL. Donc forcément, là, la transformation en ambulance par dépit engendrera cette prescription, donc il n'en est pas question. Donc axons-nous sur l'HDJ, qui est logiquement en développement dans l'ensemble du territoire français, et pour lequel on va pouvoir donc commencer une série de 10 transports en ambulance, et puis basculer sur du VSL, et donc qui plus est, sur du partagé, pour à la fois répondre à la demande de la patientèle, et en contrepartie, organiser une baisse de tarification, ce qui est attendu au demeurant au travers du protocole. Pierre-Yves, dans quelle mesure, alors on le voit, il y a tout un enjeu qui se fait au niveau des hôpitaux, au niveau des prescripteurs, dans quelle mesure cette meilleure ventilation entre ambulance et VSL, il faut aussi que les véhicules sortent, il faut aussi qu'ils soient disponibles, il faut aussi qu'ils puissent circuler à plein, suppose aussi une organisation et des efforts d'organisation de la part des structures, des entreprises elles-mêmes. Alors, Olivier l'a très bien dit, c'est une nouvelle organisation. Alors déjà, il faut savoir de ce qu'on parle. Je l'ai entendu ce matin, mais je voudrais quand même le redire. On est sur un protocole de maîtrise des dépenses, c'est-à-dire qu'on est sur une maîtrise de l'évolution de la dépense. Donc on est sur une évolution naturelle et on doit freiner l'évolution de la dépense sur cette évolution naturelle. Et c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour maîtriser au mieux cette évolution. Et effectivement, Olivier l'a dit, une des maîtrises possibles, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un recours au VSL en lieu et place d'une ambulance. Quand on dit ça, on parle de 2% dans le protocole, de 2% de bascule des trajets. Mais aujourd'hui, on est tous confrontés à cette problématique-là dans nos entreprises. Bien souvent, on a un véhicule qui arrive en charge dans un établissement, il peut y avoir une sortie en VSL. Le décret de 2017, l'arrêté de 2017 nous interdit de faire du VSL en ambulance. On est obligé de renvoyer un moyen, souvent un vide, pour aller faire cette sortie. Et bien là, on se dit, on bascule cette partie-là dans une ambulance et ça nous permet de rouler à charge à l'aller et au retour. Ça fait partie des axes d'économie. Après, il y a toute une organisation à mettre en place. Effectivement, on a parlé de la dématérialisation de la prescription, ça va être très important. Il va y avoir aussi l'organisation hospitalière, et le président de la FHF en a parlé ce matin, c'est-à-dire que c'est tout un microcosme à mettre en place, une organisation à mettre en place. On sait que le travail va être long, on est sur un protocole à mesure immédiate, mais c'est donnons-nous les moyens de maîtriser et que ça soit le moins impactant possible pour nos entreprises. Est-ce que, Olivier, tout de même, ça va obliger à dialoguer plus entre entreprises, à partager aussi peut-être un peu les missions pour pouvoir mieux ventiler sur les VSL? Oui, par obligation, c'est le message de ce matin que je vous répète et que je répéterai. Nous avons l'obligation de travailler ensemble, encore plus que ce que nous travaillons aujourd'hui avec le copain, le voisin. Il va falloir élargir le modèle. On n'aura pas le choix si on ne veut pas dégrader la prestation, puisque ce matin, un d'entre vous parlait d'une prestation éventuellement dégradée. Si on ne veut pas la dégrader, on n'aura pas le choix que de partager avec les autres. Alors faire du transport partagé en le partageant, c'est une très bonne chose. Donc, de le partager avec des outils informatiques comme on le connaît aujourd'hui, l'objectif, c'est que les patients soient pris en charge, qu'ils arrivent à leur rendez-vous et qu'on puisse les récupérer à la fin de leur rendez-vous. On ne perd pas de vue non plus que dans notre protocole, la caisse nous rappelle qu'on a une obligation de prendre en charge les patients qui ont besoin d'un transport. Et aujourd'hui, on sait que dans certains territoires, il y a des carences de prise en charge de patients en VSL, on est bien d'accord, pour X raisons. Et ça, aujourd'hui, il faut plus que ça existe. Donc il va falloir que les professionnels que nous sommes s'organisent à travers leur ville, leur territoire, leur campagne, pour que ces patients puissent aller aux soins, et aller aux soins dans des conditions économiques qui sont pour nous les plus favorables. D'accord ? Donc le transport partagé sera la condition. Je ne veux pas dire par là qu'on n'aura pas un travail de réorganisation. C'est-à-dire qu'allô, monsieur le kiné, je ne peux pas vous l'amener à 14h. Par contre, à 17, je peux. Et le kiné finira bien par trouver une solution, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Le kiné, c'est aussi
un professionnel de santé avec lequel on va travailler. Et ça peut peut-être surprendre, mais c'est comme ça qu'il va falloir faire. Et je vous rappelle qu'on a un objectif économique à réaliser d'ici 2027, avec des conséquences qui pourraient être les plus dramatiques. On rentrera dans le détail où ça sera peut-être sur l'axe 3 et 4, mais d'autres professions subissent des sanctions, alors que nous, on est finalement dans une période, on pourrait dire, d'observation. Donc, montrez-nous ce que vous savez faire, et en finalité, si vous avez réussi, on vous redistribuera ce qu'on a à vous distribuer. Avec des conditions de réussite. Et cet accord, il pose aussi et met sur la table des conditions de réussite. Il y en a deux. Une a été évoquée tout à l'heure par Pierre-Emmanuel, c'est le fait de différencier sur certains trajets l'aller et le retour. Quand on va à une dialyse, c'est pas la même chose que quand on revient d'une dialyse. Même chose pour une séance de chimio ou autre. L'autre chose, c'est ce que vous avez dit Pierre-Yves, c'est cet amendement de 2017 qui permettait de requalifier un trajet en ambulance sur un tarif de VSL, amendement qui est apparu puis qui a disparu. Aujourd'hui, dans cet accord, dans quelle mesure il va pouvoir y avoir une différenciation justement des trajets aller et retour, et est-ce que cet amendement de 2017 revient au goût du jour, si je puis dire? Alors, l'arrêté de 2017 n'est pas remis en cause. Par contre, dans le protocole, on a un mot qui est apparu, qui est le mot exceptionnel. Donc, on peut considérer que le mot exceptionnel va nous permettre de passer outre cet arrêté de 2017 qui interdit de faire du transport assis en ambulance, parce que les textes sur l'ambulance sont clairs, c'est une personne en position allongée ou demi-assise. Donc, on pense que ce mot exceptionnel va nous permettre de passer outre. Ça sera un des points à travailler dans les groupes de travail qui seront mis en place, parce que dans le protocole a quand même cet avantage, c'est qu'il y a des comités de suivi, il y a des groupes de travail qui vont se mettre en place. Et il y a un autre aspect très très important, c'est le dossier sur la prescription médicale de transport. Parce qu'effectivement, telle qu'est fait la prescription médicale aujourd'hui, et Olivier l'a un petit peu pointé du doigt, aujourd'hui on est sur une prescription médico-administrative, c'est-à-dire qu'on se prononce d'abord sur les droits de l'assuré avant de prescrire un mode de transport. Je pense que si on différencie l'aller et le retour, on va être obligé de passer sur une prescription à l'acte. Donc ça va nécessiter de travailler sur d'autres aspects, et il est hyper important que le groupe de travail se réunisse très très rapidement pour élaborer cette nouvelle prescription médicale. Et il faut même aller plus loin, c'est-à-dire que dans ce groupe de travail, la finalité des travaux qui seront menés, c'est la dématérialisation totale et complète de la prescription médicale. Aujourd'hui, quand on parle de zéro papier, on est quand même une des rares professions à devoir encore avoir un bout de papier, pas daté du jour, parce que sinon on nous retoque pour pouvoir transporter une personne. C'est quand même hallucinant. Donc voilà, le groupe de travail qui se mettra en place aura une importance sur toute la mise en place réelle et la vraie volonté de l'assurance maladie de pouvoir avancer sur ces thèmes-là. Donc un cadre d'organisation de l'activité, d'évolution des pratiques en interne, mais aussi un contexte qui évolue avec ces cadres réglementaires-là, avec aussi l'effort sur les prescripteurs et la dématérialisation. On le voit, on reviendra dans un temps de questions sur ce premier axe. Je voudrais très vite enchaîner sur le deuxième, puis on prendra les questions aux deux axes après, à Pierre-Emmanuel, à Pierre-Yves et à Olivier. Deuxième axe, parce qu'il est essentiel aussi, c'est celui du transport partagé. Alors, celui du transport partagé, Pierre-Emmanuel, je voudrais revenir avec vous, parce que je l'ai regardé, je me suis dit, mais je ne comprends pas très bien, parce que on a déjà parlé dans ce congrès l'année dernière d'un plan de valorisation du transport partagé avec des économies chiffrées que la CNAM attend à l'arrivée, et ce plan est en cours, finalement avec des montants d'économies assez conséquents. L'enveloppe qui est dans l'accord de dépenses de maîtrise, est-ce qu'il est en plus de ce qui a déjà été demandé, ou est-ce qu'il s'intègre dedans? Un peu des deux. Non, mais effectivement, le transport partagé, ça fait des années que tous ensemble, on en parle beaucoup. C'est un enjeu qui est très important. Et nous, la façon dont on le voit côté assurance maladie, c'est que c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour vous, en tant que transporteur, c'est aussi un relais d'efficacité et un relais économique. Pour nous, c'est des économies. C'est une évidence. Et donc, il faut absolument le renforcer et le développer. Donc, effectivement, ça a été difficile dans le cadre de ce protocole de voir dans quelle mesure on pouvait générer des économies sur le transport partagé, alors qu'en réalité, ça fait déjà plusieurs années qu'on a budgété en quelque sorte des économies dessus. Donc,
Ce protocole, globalement, ce sont les parlementaires qui ont demandé à l'assurance maladie de le négocier sur le champ du transport. Et donc, on est un peu redevable, c'est-à-dire qu'il y a un agent comptable à la fin, c'est le ministère qui va aussi vérifier si c'est crédible, si les économies qui sont dans le protocole, elles sont crédibles, elles sont réalistes, et si la méthodologie est correcte. Ce qui a été fait pour le transport partagé, il y a en quelque sorte deux briques. La première, c'est l'ambulance A2. Donc l'ambulance A2, aujourd'hui, il n'y en a pas en France. Donc ça veut dire que dans toutes les discussions en lien avec le transport partagé, cet élément-là de l'ambulance A2, ça n'avait pas été projeté, ça n'avait pas été anticipé. Donc ça, c'est complètement nouveau. C'est mis en place et c'est ce qui permet, notamment dans le cadre du protocole, d'estimer des économies d'ici 2027 avec le développement des ambulances A2. Donc aujourd'hui, il y aura différents freins à lever pour pouvoir le développer. Donc on a prévu déjà de travailler avec le ministère sur le sujet. Et le deuxième point, c'est par rapport au taux de transport partagé qu'on peut suivre annuellement et qui globalement progresse plutôt bien. Et donc ce qui avait été prévu dans le protocole, c'est de se dire que si on va encore plus loin que ce qu'on avait prévu, on pourra commencer à générer des économies dans le cadre du transport partagé. Et donc l'objectif qui a été mis avec les différentes fédérations, c'est de parler d'un objectif de dépasser 30% d'ici fin 2027. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà à 2027 des 30%. Oui, bien sûr. Pierre-Emmanuel l'a dit à demi-mot, mais cet accord de maîtrise des dépenses, qui a été instauré par la loi de finances 2025, nous impose une maîtrise, mais sur des axes nouveaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des axes qui étaient déjà en place initialement. Mais le transport partagé Donc le était déjà en transport place. partagé était déjà un axe d'économie généré par l'avenant numéro 11. Et donc on ne pouvait pas se baser sur cet axe de l'avenant numéro 11 pour la maîtrise des dépenses. Donc il a fallu recréer un deuxième axe sur le transport partagé. Donc c'est pour ça qu'on est sur une double maîtrise sur le transport partagé. On sait que le taux de transport partagé, il est compliqué à atteindre parce qu'aujourd'hui, de mémoire, on doit être à 24,9%, si je ne me trompe pas, en transport partagé. L'objectif est de dépasser les 30% à horizon 2027. On l'a dit tout à l'heure, on est tributaire quand même de la commande de transport. On ne maîtrise pas forcément l'intégralité de nos flux. Et donc, on a quand même mis des garde-fous dans cet accord en disant que si on n'atteignait pas, on devait quand même atteindre un certain palier. Mais on a tenu compte, en toute responsabilité entre l'assurance maladie et les fédérations, de cette difficulté de pouvoir atteindre les 30% sur le transport partagé à horizon 2027. Olivier, c'est un effort, vous étiez déjà là l'année dernière pour en parler, à cette convention des enjeux du transport partagé, ça vous tient à cœur. Cet effort supplémentaire, ce niveau de transport partagé supplémentaire, il vous semble atteignable, supportable pour les entreprises du secteur ? Allez, oui. Oui, dans le sens où si on arrive à avoir une organisation collective, je le répète, on peut y arriver. Mais aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que vous représentez ici 30% de la population professionnelle environ. Ça veut donc dire qu'on a 70% à convaincre de cette nouvelle organisation. Le transport partagé, ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un vieux sujet. Le transport partagé, il est organisé par l'entreprise. Il n'est pas organisé par une quelconque plateforme, même si on nous laisse imaginer que demain des plateformes vont les organiser. Elles ne les organiseront pas, elles les imposeront. Ça sera totalement différent. Et si c'est pour imposer des choses, on sait le faire. Et d'ailleurs, le transport partagé, quand on l'organise, on l'impose certes un petit peu aux patients et aux soignants, dans le sens où on va pouvoir peut-être bouger un horaire d'arrivée ou de départ. Donc ça, c'est de notre responsabilité. Et on sait le faire. Il faut un moment s'impulser à travers ça. On a l'article 51, qui est une voie vers laquelle on va peut-être pouvoir transformer nos taxis vers du VSL, ce qui va nous accorder une certaine souplesse. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques difficultés encore, c'est que sur le transport partagé, on n'est pas toujours à même égalité sur la pratique, puisque nos amis taxis n'ont pas toujours cette facilité d'organiser du partagé. Alors que chez nous, c'est une culture. Et donc, à travers ça, on doit y arriver. Une fois de plus, c'est l'organisation que nous allons décider
sur nos territoires qui vont amener des résultats. Pas la peine d'arriver à du 40 ou 50% de partagé si le voisin il n'en fait que 5. Parce que la moyenne, elle va être pitoyable. Donc c'est vraiment en commun que l'on arrivera à réaliser ce volume de transport partagé. Et dernier élément, Pierre-Emmanuel, c'est qu'on va avoir besoin de travailler sur l'organisation du transport partagé, donc améliorer certainement les conditions du bonus-malus, parce que quand il y a du bonus, on a beaucoup plus de facilité à aller vers une nouvelle organisation, donc ça sera certainement un sujet à mettre sur la table. Puis on a aussi l'organisation du partagé, en campagne en particulier, c'est des détours. Et aujourd'hui, se contraindre à des distances de 10 à 20 km pour des détours, alors que le partagé, une fois de plus, c'est l'entreprise qui l'organise, c'est une erreur stratégique. Et il vaut mieux payer quelques kilomètres de plus et organiser un détour un peu plus long, qui va certes être facturé à l'assurance maladie, mais qui va générer un transport partagé avec une efficience économique derrière significative. Ça veut dire concrètement sur ces 2 points, parce que c'est là aussi qu'est cet accord, c'est faire évoluer les outils, faire évoluer le cadre. Il y a 2 éléments de cadre que vous soulevez, l'élément des détours, des jonctions aussi, notamment qui se jouent dans les secteurs de montagne. Comment est-ce qu'on peut les requalifier, ou en tous les cas les intégrer avec les détours et les rallongements que ça suppose? Et ce fameux bonus-malus, avec ces années de bonus et de malus, oui, le remettre sur la table, mais pour en faire quoi concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Les déplacements de montagne avec ces fameuses jonctions, c'est un sujet tout nouveau. C'est un sujet pour lequel il va falloir là aussi organiser des modalités de facturation, et ça ne sera pas mis en pratique dans tous nos territoires. Certains le feront. Donc on est sur un modèle nouveau, une forme d'expérimentation qui devrait voir le jour, et puis on le mesurera au fur et à mesure. Et sur le bonus-malus, pas compliqué, hein. Quand à un moment on te dit attention, tu vas payer une amende, si tu n'arrives pas au taux, eh ben, tu te débrouilles pour ne pas payer l'amende. Et si à l'inverse on te dit, et en plus de ça, si tu dépasses le taux pour lequel on t'avait fixé un objectif, tu vas être intéressé financièrement, eh ben, tu as double intérêt d'y aller. Enfin, oui, Pierre-Yves, sur cette histoire de bonus-malus, je ne suis pas totalement convaincu. Est-ce qu'il faut revoir le 5% Je suis un petit peu plus nuancé. Je suis un petit peu plus nuancé dans le sens où on a quand même une vraie problématique dans la ruralité. C'est-à-dire que c'est très compliqué parfois de faire du transport partagé dans des milieux très ruraux. L'offre sanitaire n'est pas forcément là, donc il faut organiser. Après, effectivement, il y a la notion de jonction qui est très importante. Il faudra voir modéliser le modèle économique qu'on mettra derrière. Mais je crois dans ce système de jonction, on parlait de les montagnes, mais il n'y a pas que la montagne. Il y a les hôpitaux de jour sur des longues distances où on peut effectivement considérer que les ambulanciers amènent à un endroit leurs patients et puis qu'un autre ambulancier finit le trajet. Dans le transport routier, ça s'appelle le dernier kilomètre. Pourquoi pas? Mais il faut mettre un modèle économique en face. Et le bonus-malus, je pense que tel qu'il a été pensé à l'époque de l'avenant 11, était très bien pensé par les acteurs. Et finalement, il s'est retourné contre quelques acteurs qui, malheureusement, ne peuvent pas forcément faire beaucoup de transport partagé. Et pour certains, ça a été une sanction. Donc il faut revoir cette notion de bonus-malus. On sait que par l'avenant 11, ce bonus-malus court sur l'année 2025, donc l'échéance sera 2026. Donc on pourra en rediscuter qu'à ce moment-là, mais voilà, il faudra revoir cette notion de bonus-malus. Ça, c'est clair. Et voilà, il faudra faire quelque chose. Mais voilà, moi je suis un peu plus nuancé sur l'atteinte des objectifs, et c'est pour ça qu'au dernier moment dans la discussion avec l'assurance maladie, on a mis quand même des garde-fous en disant attention, parce que la notion des 30% de transport partagé, c'est pas encore acquis. Il y a beaucoup de choses à travailler encore d'ici 2027 pour se donner les moyens d'atteindre les 30%. Maintenant, je ne doute pas un seul instant que les services de l'assurance maladie et nos fédérations vont se mettre autour de la table, vont trouver des solutions très rapidement. Pierre-Emmanuel l'évoquait tout à l'heure, un des gros dossiers pour ça, c'est l'A2. Alors l'A2, serpent de mer, norme européenne qui existe. En France, l'application est, pour le dire, encore en chemin. En quoi est-ce que les groupes de travail vont pouvoir, pour vous, concrètement, faire avancer ce dossier qui, depuis longtemps, n'avance pas? L'A2, c'est la solution transport partagé.
C'est clair. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on vous prescrit un mode de transport. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on vous prescrit un mode de transport en ambulance, on vous prescrit un mode de transport en VSL. Vous êtes tributaire de la prescription. Demain, avec le véhicule A2, on vous demande un acte et vous mettez le bon moyen sur le bon acte. Et effectivement, dans le modèle économique tel qu'il était visé dans les discussions, on ne touche pas à la tarification telle qu'elle est. On fait une remise comme sur du transport partagé, hein, ni plus ni moins. Et l'entreprise retrouve de la rentabilité à faire du transport multiple dans un véhicule spécifique. C'est un des avantages également de cet accord de maîtrise des dépenses, c'est qu'il accélère les dossiers qui sont endormis depuis quelques années et qui n'arrivent pas à avancer. Je pense notamment à l'A2, je pense à l'article 51. Donc voilà, il y a une véritable volonté de mettre ce nouveau type de véhicule sur le marché et qui sera... pour les entreprises, une permission de revoir de la rentabilité. Et on entend souvent le mot fraude dans les discours de l'assurance maladie. Et bien souvent, quand l'assurance maladie parle de fraude, elle parle de transport multiple dans les véhicules. Et l'A2 légalisera cette volonté de lutter contre la fraude. Pierre-Emmanuel, un mot sur ces différents dossiers qui sont au cœur. L'A2, vous l'avez un peu évoqué, mais comment est-ce que la CNAM peut porter le sujet plus en avant qu'il n'est aujourd'hui? Et les questions des jonctions et des bonus-malus, est-ce que c'est aussi deux dossiers sur lesquels vous voyez des évolutions possibles? Complètement sur les jonctions, sur le bonus-malus. De toute façon, on s'est engagé à retravailler dessus. Donc ça veut dire, comme je le disais au début, le protocole, c'est pas une fin en soi, on va continuer à échanger. Et c'est vraiment, je rebondis sur ce qui a été dit juste précédemment. En fait, ce protocole, ça a quand même été une immense opportunité, à la fois pour l'assurance maladie, mais aussi pour vous, de pouvoir réussir à remettre dans un document l'ensemble des chantiers qui étaient indispensables. Pour nous, à la fois pour faire des économies, pour faire de l'efficience, de la pertinence, mais également des sujets qui sont indispensables pour vous, pour la suite de votre profession. Donc c'était vraiment une opportunité. Sur le transport partagé, donc on s'est engagé et on veut aller plus loin, et donc on va essayer de débloquer les choses qui étaient présentes dans les derniers avenants et sur lesquelles on voit qu'on peut faire des évolutions. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu plus matures sur le transport partagé. On le connaît mieux. On connaît mieux aussi les effets des mesures qui ont été mises dans les avenants, et notamment, effectivement, le bonus et le malus. Ça reste des mécanismes intéressants. Mais en revanche, oui, il y a moyen de les améliorer pour les rendre plus pertinents, plus efficaces et peut-être moins arbitraires, comme ils peuvent être vécus parfois aujourd'hui. Donc on s'est engagé dessus, et si je ne dis pas de bêtises, dans le protocole, de toute façon, on a inscrit que avant la fin du premier trimestre 2026, on aura un texte conventionnel sur le sujet pour régler la situation des jonctions, de voir comment on peut l'intégrer dans les règles de facturation qui existent et comment on retravaille le bonus et le malus. Et sur l'A2, pardon, j'ai pas réagi. Sur l'A2, oui. Sur l'A2, l'engagement assurance maladie, c'est de toute façon de faire le lien avec le ministère. Je sais que parfois, pour des fédérations, c'est pas forcément évident de réussir à avoir l'écoute des pouvoirs publics. Donc c'est aussi cette chance-là que le protocole a permis de vous donner, c'est qu'on a vraiment pu échanger. Je pense, je n'ai pas compté, mais il y a eu des centaines d'heures d'échanges sur ces sujets. Donc globalement, on s'est fortement rapproché du ministère de la Santé pour voir comment on pouvait avancer dessus. Et ça fera partie justement des premiers chantiers ouverts avec le ministère, donc notamment avec la DGOS qui s'occupe directement de ça, de voir, donc de travailler. C'est un groupe de travail qui est prévu dès la fin de 2025. Donc on a écrit le 4e trimestre, mais globalement ça veut dire qu'on pourra le faire assez vite pour bien identifier les freins. C'est-à-dire que c'est un sujet que vous connaissez mieux que nous, assurance maladie, c'est pour ça qu'on l'a inscrit dans le protocole, mais qu'on n'a pas non plus été très bavard sur le sujet. C'est qu'on veut avancer dessus, on veut bien identifier les freins. On a bien compris que c'était déjà présent dans d'autres pays européens et pas en France. Donc ça veut dire que vous avez des freins réglementaires qu'il faut lever, et de voir justement comment on réussit à le mettre en place petit à petit. Une question un peu de néophyte, et je me tourne peut-être plus vers Pierre-Yves. L'A2, on voit qu'il va y avoir une avancée avec le ministère. On est sur un protocole d'accord qui finit fin 27 avec des économies annoncées. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra que l'A2 soit en service d'ici fin 27 ou même avant pour qu'elle puisse bénéficier? Parce que si c'est des phases de discussion, du coup, l'A2 ne profitera pas à la période du protocole d'accord. C'est une volonté des parties.
Logiquement, le A2 devrait arriver très très rapidement en lice, pour la simple et bonne raison que c'est un des axes d'économie. Alors j'ai plus le montant exact de l'axe d'économie généré par le A2, mais c'est 22 millions, c'est pas de mémoire ? 18, je crois, 18 mais millions, environ 20, ouais. 18 millions d'euros. En tout état de cause, si en 2027 le A2 n'est pas là, on sera obligé on ne pourra pas tenir compte de cette mesure d'économie, de cet axe. Et c'est aussi l'avantage de ce protocole et de la discussion dans ce protocole, c'est qu'on a été discuté axe par axe et mesure par mesure. Donc c'est-à-dire que les mesures sont impactantes pour la mesure en tant que telle. Pareil sur l'article 51, si l'article 51 n'a pas une validation officielle ou un accord définitif qui ne se met pas en place, on ne pourra pas en tenir compte dans les mesures d'économie. Donc on ne pourra pas dire aux ambulanciers... Et tout ça est chiffré et déductible. Voilà. Et donc on ne pourra pas accuser la profession de ne pas avoir atteint les objectifs. Voilà. Et pour atteindre les objectifs, il faut que les choses soient en place. Et donc c'est là où on a un véritable intérêt collectif Assurance Maladie et nous, c'est de se mettre autour de la table avec le côté réglementaire, c'est-à-dire le ministère, pour mettre en place rapidement ces outils. Je voudrais me tourner vers la salle sur ces deux premiers points, ces deux axes, programmer, partager, les leviers qui ont été proposés, les problématiques qui ont été posées. Est-ce que vous avez des questions à nos deux interlocuteurs sur scène et à Pierre-Emmanuel qui est avec nous en direct et qui peut vous entendre, bien évidemment, et donc vous répondre. Vous levez la main et nos hôtesses sont à proximité. Vous juste vous lever et vous présenter. Oui, oui, bonjour. Wesley, ambulancier dans le Pas-de-Calais. Deux questions du coup pour les fédérations. La première, si vous voulez vraiment faire des économies sur le partagé, à mon sens, faites sauter le libre choix du patient. Et dans ce cas, gérer le transport par les ARS. Je pense qu'ils ont le temps. Deuxième question, comment vous allez contraindre du coup les entreprises à prendre du A2 pour faire générer les économies ? Je te réponds à ta première remarque. Oui. Elle est assez brutale, il faut le reconnaître. Mais c'est une façon qui permettrait effectivement d'organiser du transport partagé sans décision du patient de dire je veux être transporté par telle entreprise ou telle entreprise. Je pense qu'avant d'en arriver là, qui sera peut-être la finalité de l'organisation mise dans les établissements publics ou privés au demeurant d'hospitalisation, sous-entendu les plateformes qui diront écoutez c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là on s'exécutera à une obligation de mission. Je pense qu'avant d'en arriver là, il faut encore laisser ce libre choix, mais une fois de plus, on est peut-être nous capables de dire Michel, prends le patient que j'ai amené moi en consultation et si tu peux m'en donner un autre et ainsi de suite. Enfin, une organisation plus facile à trouver qu'avant d'en arriver à cette stricte décision, qui est effectivement la solution la plus facile en termes d'organisation, on est bien d'accord. Okay. Et sur le A2, ça sera une décision de chef d'entreprise, hein. Faut être honnête. Maintenant, moi je reste persuadé que de ne pas changer le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, de faire de la remise sur le nombre de patients qu'on transporte dans notre véhicule A2, c'est la solution. On a considéré très longtemps que le transport itératif ou transport partagé n'était pas rentable pour les entreprises. Depuis l'avenant 11, il l'est. Je reste persuadé que le modèle A2 va nous permettre, de retrouver de la rentabilité sur des modèles économiques ou des types de véhicules qu'on a, et deuxièmement, va nous permettre de fluidifier les sorties hospitalières. Oui, question. Oui, rebonjour, ambulancier en Ile-de-France. En fait, le transport partagé, déjà moi j'ai un peu de mal sur le débat, c'est-à-dire qu'on est là tous en train de parler sur du transport, mais la première concernée, c'est-à-dire qui est le patient, il n'est pas dans les échanges. C'est-à-dire qu'en gros, le patient, moi je veux bien imposer du transport partagé, mais ça m'est déjà arrivé où j'ai perdu des patients parce qu'ils me disent non mais moi je ne veux pas perdre 1 heure pour rentrer parce que vous avez déposé Madame Diallo avant ou parce que vous avez déposé Monsieur Untel avant. Ça c'est une réalité qui est sur le terrain. C'est-à-dire que le patient en vrai, quand il est fatigué de sa consultation, il veut juste un truc, c'est rentrer chez lui. Donc moi je veux bien qu'on fasse du transport partagé, mais à la caisse d'assurance maladie, de trouver un moyen incitatif pour le patient aussi, pas que pour nous.
C'est-à-dire soit il rembourse plus, soit il rembourse moins. En tout cas, c'est un échange qu'il doit y avoir entre le patient et la caisse d'assurance maladie. Parce que nous, en gros, ça nous arrange de faire moins de kilomètres et de mutualiser les transports, bien évidemment. Mais aujourd'hui, dans le cas concret, les transports partagés, si on fait plus de kilomètres, on se tape encore plus de bouchons en Ile-de-France. Et en plus, j'ai l'impression que vous avez une vision du territoire. Je sais pas, d'accord, en province, c'est la montagne, il doit monter, descendre, il perd 45 minutes, etc., etc. Mais en Ile-de-France, à Paris, pour faire 4 km, on met 50 minutes. C'est pareil. C'est-à-dire que chaque territoire a ses spécificités. Là, on est juste dans une vision comptable à dire on doit baisser 150 millions d'euros, mais on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et la réalité du terrain, pour moi, j'ai l'impression qu'on n'y est pas. C'est-à-dire que vous me parliez tout à l'heure de... on a mutualisé et aujourd'hui, une entreprise, elle est plus gagnante à faire du transport partagé. Je vais vous donner juste un exemple concret. 2 dialysés le matin en VSL. Première course, 6 h du matin, elle est facturée à 37 € l'aller et 25 € le retour. D'accord ? Si je mutualise les deux, on va dire que le transport, en gros, si j'avais 2 patients, ça aurait coûté 120 €. Là, moi, aujourd'hui, le transport, il me coûte 70 €. C'est la Sécu qui est gagnante, c'est pas moi. Moi, je suis perdant dans l'histoire. Moi, je veux bien mutualiser, mais il faut donner une carotte pour qu'on y arrive. À mon avis, il y a une erreur sur le calcul. Ah non, non, je suis Parce sûr. que si une entreprise certifiée, elle abat le transport de seulement 15%. Je dis bien seulement 15%. Donc, à mon avis, il y a une erreur sur le calcul, à moins que vous ne soyez pas certifié. Mais même à 15%, faites le calcul. Alors, juste pour répondre rapidement, on est sur un accord national, donc on n'est pas sur un accord local. Donc c'est sur la globalité qu'on va parler. Si effectivement, on sait qu'à Paris et en région parisienne, de manière générale, il y a très peu d'offres transport assis, voilà, c'est un constat, on sait l'expliquer, mais on est sur un accord national et effectivement, quand on fait du transport partagé pour une entreprise certifiée aujourd'hui avec l'avenant 11, le transport partagé devient rentable pour l'entreprise et économique pour l'assurance maladie. Et ça nous permet de remettre un deuxième moyen en route pour faire d'autres transports partagés. Sur 2, sur 3, c'est économiquement rentable. Complément peut-être avec vous, Pierre-Emmanuel, notamment sur la première partie de la remarque, c'est-à-dire la mobilisation du patient, puisque c'est lui qui est en charge et qu'il y a l'incitation avec le tiers payant qui est engagée. Est-ce que vous avez une étude un peu sur l'effet que ça a et est-ce qu'il faut, comme le dit un peu monsieur, l'entendre, le prendre en compte différemment au-delà de ça? Donc c'est en place quasiment depuis le mois de mars-avril. Donc en termes de statistiques, on pourra le suivre, mais aujourd'hui c'était un peu trop tôt pour commencer à voir les effets. Mais très clairement, même dans le cadre du protocole, ça fera partie des éléments à suivre pour voir dans quelle mesure c'est une incitation suffisante pour les patients. Ce qui est certain, c'est que vous avez tout à fait raison. Le transport partagé, tout à l'heure je ne l'ai pas mentionné parmi les gagnants du transport partagé, parce qu'effectivement c'est peut-être plutôt le patient qui dans certaines situations peut s'estimer lésé par le transport partagé. Dans tous les cas, on a souvent eu les remarques comme quoi dans certaines situations c'était dangereux pour le patient. Et dans ces cas-là, le médecin il peut dire que c'est incompatible pour le patient. Donc normalement, lui, il n'y a pas de problématique. Mais en tout cas, on continue à travailler pour rendre ça aussi incitatif pour le patient. On a aussi des campagnes grand public qui ont été lancées, donc il peut y avoir des spots TV, etc. Je ne dis pas que ce sera extrêmement efficace, mais en tout cas, il y a une grande sensibilisation qui commence à être faite vis-à-vis des patients. Ils reçoivent régulièrement de la communication de l'assurance maladie sur le sujet, justement pour leur expliquer aussi quel est l'intérêt du transport partagé, à la fois d'un point de vue national. On est tous citoyens, on paie tous nos impôts, donc on a tous intérêt aussi à pouvoir faire en sorte que, d'un point de vue économie pour l'assurance maladie, on s'y retrouve. Et en revanche, effectivement, sur le calcul de tout à l'heure, sans vouloir revenir précisément dessus, mais normalement, le transport partagé reste incitatif pour les entreprises. Autre question, oui. Oui, là-bas, madame, parce qu'elle avait levé la main depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Voilà. Puis après, il y a monsieur. Oui, bonjour, Nicole Tortello du banc Alevia Conseil. Je voulais vous poser une question. Donc, ce protocole qui va être signé prochainement, est-ce qu'il protège les ambulanciers de mauvaises surprises à l'occasion du PLFSS 2026, d'une part? D'autre part, est-ce que dans le dialogue avec le ministère de la Santé, vous avez bien identifié les textes utiles en voyant ce qui relève du législatif et du réglementaire?
Et puis par ailleurs, est-ce que vous êtes aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur? Parce que si on veut des mesures d'efficience, c'est pas mal aussi de pouvoir utiliser les couloirs de bus. Et ça relève d'une modification du code de la route, si je ne me trompe pas. Donc ministère de l'Intérieur, est-ce que vous êtes aussi en dialogue au niveau interministériel de manière à permettre justement toutes ces mesures d'efficience? Voilà, c'est un peu beaucoup de questions, mais réglementaires, législatifs, PLFSS, lien avec d'autres ministères que le ministère de la Santé. La question est pour moi, donc je... Eh oui. Non, par rapport au ministère de l'Intérieur, ça n'a pas fait partie des sujets de discussion, très clairement, d'utiliser les différents couloirs de bus qui peuvent exister. Donc non, très sincèrement, on n'a pas été en relation avec le ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là. Après, encore une fois, le protocole, ça donne l'opportunité d'échanger très régulièrement au-delà des commissions nationales qui font suite aux avenants, mais vraiment le protocole nous engage, on a tous envie d'aller dans le même sens. On a une responsabilité avec ce protocole et donc les échanges continueront. Après, sur cette mesure-là en tant que telle, j'imagine que c'est moins une mesure d'économie, c'est plus une mesure de simplification pour vous. Mais en tout cas, je la note, on n'avait pas forcément dans le radar ce point-là. Et vis-à-vis du PLFSS, c'est une des grandes difficultés, pour être transparent encore une fois avec vous, c'est qu'aujourd'hui, côté assurance maladie, mais même je pense les parlementaires, ne savent pas exactement ce qui sera dans les prochains PLFSS. Autant sur celui de 2026, il ne devrait pas y avoir de télescopage en quelque sorte entre le protocole et le PLFSS dans la mesure où les deux ont été menés en parallèle. Mais le contexte économique qui aura lieu en 2027 et 2028 est inconnu aujourd'hui. Donc dans le protocole, on a réussi à intégrer deux éléments, à la fois un qui protège vos entreprises, c'était une réutilisation de ce qui avait été prévu dans l'avenant 11, avec des clauses qui précisent qu'effectivement, s'il y a des mesures un peu exogènes, qui n'étaient pas anticipées, pas maîtrisées, on pourrait rediscuter. Et à l'inverse, effectivement, s'il y a un contexte économique qui change lié à un PLFSS ou d'autres projets de loi dont on n'aurait pas connaissance aujourd'hui, de la même façon, il faudra renégocier. Donc il n'y a rien d'automatique. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de bonus automatique, ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, on rediscute dès lors qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaîtrait dans l'environnement réglementaire ou législatif. Oui, rappeler que ce n'est pas vous qui demandez 300 millions, c'est demandé par la loi de sécurité sociale et vous faites en sorte d'appliquer et de trouver la meilleure solution, le meilleur chemin de cela. On a été vigilant à protéger les entreprises, c'est-à-dire qu'on a fait renoter une phrase, c'était l'article 17 de l'avenant numéro 11, qui protégeait les entreprises en cas de changement, de modification fiscale ou sociale. Cet article 17 de l'avenant 11 n'étant plus d'actualité puisqu'il avait une date butoir, on l'a remis dans un nouveau contexte pour bien justement protéger, à dire que si quelques modifications sociales ou fiscales devaient intervenir, les partenaires sociaux devaient se remettre autour de la table pour rediscuter très rapidement. Oui, il y avait une question là-bas au fond. Oui. Ouais, alors moi, c'est pas une question, c'est juste une expérimentation qu'on a fait chez nous dans le département. Donc, je pense que la CPM est là. On a atteint un taux de transport partagé de 38%, dont nous, ce qu'on a atteint 44%, avec 40% sur l'urbain, et on est monté à 48-49% sur le rural. Dans quel département ? Dans le 14, dans le Calvados. Donc je rejoins ce que disait Olivier. Aujourd'hui, tu as complètement raison, c'est savoir travailler tous ensemble. Je dis ça pour tous les départements. Si vous avez la chance de vous entendre, essayez de travailler ensemble. Nous, on a créé un centre de régulation commun sur le département. Donc on reçoit tous les appels et on traite par secteur, par ambulancier. Et on fait très très peu de kilomètres à vide, donc on a atteint quand même aussi une certaine rentabilité pour chaque société. Donc c'était juste un conseil que je voulais donner, et atteindre les 30%, c'est jouable, largement jouable, puisque je vous dis, la CPM peut le confirmer, on a 38% dans notre département, on sait que le deuxième département était en dessous de 30%, et on a atteint, nous, le groupement de régulation qu'on a fait ensemble, à 44%. Tout ce que j'avais à dire. Donc, essayez de travailler dans les départements ensemble et vous allez optimiser au maximum les transports et obtenir un gain de rentabilité un peu meilleur, on va dire. Voilà, j'avais juste ça à dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interpellations à nos
les intervenants. Ouais. Là, le micro pour monsieur. Oui, bonjour à tous, Jamel Masser de la NAP. Donc je rebondis sur la dernière remarque. Effectivement, je trouve, en tout cas le retour d'expérience extrêmement intéressant, dans le sens où je suis convaincu que les plateformes de commande de transport établissement, c'est des plateformes de commande, ce n'est pas des plateformes de réponse. Là, dans l'illustration qui a été présentée, on est vraiment dans une organisation de plateformes de réponse des transporteurs, organisées, qui permettent effectivement de disposer de tous les éléments pour pouvoir favoriser le transport sanitaire partagé, l'organisation. Et c'est un formidable exemple, en tout cas pour les départements, les transports, dans l'organisation de la réponse. Bon, je vous rejoins totalement. Il faut juste être vigilant. C'est qu'effectivement, cet outil reste à la main des ambulanciers, qu'on n'ait pas de l'intermédiation qui s'invite à l'intérieur de ça, parce que ça serait catastrophique pour le métier. Donc il faut impérativement qu'il y ait, je vais appeler ça une coprésidence, entre les partenaires conventionnels et les ambulanciers, qu'on soit dans les comités de pilotage, qu'on soit dans la structure, et qu'on soit à tous les niveaux et qu'on ne laisse pas la main à une seule personne. Oui. Mais je vous rejoins totalement. C'est comme ça qu'on arrivera à développer le transport partagé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Christian Menzato, donc dans les Deux-Sèvres. Alors ça fait quand même un petit peu peur, parce qu'on parle là d'une force qui nous pousse vers l'avant et on va développer de l'énergie cinétique avec cet accord, mais par contre on est confronté à une inertie extrêmement forte de la part des pouvoirs publics qui nous impose cette marche forcée. Et donc effectivement là je suis dubitatif, je voudrais savoir comment depuis 2011 on est contraint à une norme européenne 1789 où le A2 existe, qu'il est mis en place dans de nombreux pays européens, que depuis 2017, il est prévu dans le nouvel arrêté qu'effectivement le A2 existe, et qu'on est quand même 8 ans plus tard et qu'on n'a pas avancé. Et puis là, en l'espace de quelques mois, on va être capable de mettre le A2, sans compter qu'il va falloir, 1, la production, alors déjà la décision réglementaire, 2, la production, 3, l'investissement par rapport à ça, et qu'il va falloir mettre en œuvre et trouver des nouvelles méthodes de production. Donc là, je suis un peu dubitatif sur cet axe-là. Ça fait un peu peur quand même, quand on a beaucoup d'expérience. On abordera un autre axe, mais ça fait quand même déjà 17 ans que la profession s'est engagée sur la géolocalisation, qu'on est dans une nouvelle mouvance. Et là, vaincre les résistances du clientélisme, comme Michel il vient de le dire, c'est pas gagné, hein. Et donc effectivement là je pense qu'on va avoir besoin au niveau national d'aller prendre exemple de ce qui s'est fait, du modèle, de regarder comment il est dupliqué pour que très très vite dans une action pédagogique on puisse expliquer quels sont les modèles à mettre en place. Parce qu'effectivement, les dangers, on l'a vu, c'est l'intermédiation. Et puis, on n'avait qu'une réponse alternative aujourd'hui qui était les plateformes. Alors que là, si je comprends bien, il n'y a pas forcément de plateforme. Il y a une plateforme de réponse qui est humaine, mais pas forcément dématérialisée. Donc là, ça nécessite de se poser quand même beaucoup de questions. Et je pense qu'en termes de retour d'expérimentation, on a besoin, alors parallèlement avec l'assurance maladie, de travailler à ce que vous êtes en train de travailler. Mais la profession, elle a besoin là de vaincre ses propres résistances. Réaction, Olivier? Oui, alors pour l'A2, on n'a peut-être pas été assez persuasif en son temps pour qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises, même si effectivement le modèle européen est bien présent. Si on revient sur le transport VSL, à l'inverse, on a intérêt de le conserver, parce que si on revient sur un modèle européen, on a quand même un modèle unique en Europe, certainement unique au monde aussi. Donc on a tout intérêt à conserver ce modèle du transport VSL, et qui plus est en partagé, pour éviter de se retrouver sur des pratiques d'autres pays qui sont beaucoup plus contraignantes et certainement beaucoup moins coûteuses. Quoi qu'il en soit, ça fait partie des expériences passées, à corriger, à améliorer, et souhaitons que ces dispositifs soient efficaces pour nos entreprises et pour l'économie à l'assurance maladie. Oui, je pense que Olivier l'a dit, et je vais reprendre une phrase que Maurice a dit tout à l'heure, c'est que quand on a eu les premiers aspects de cet accord de maîtrise où on nous demandait 150 millions d'euros d'économie
il fallait faire de cette faiblesse une opportunité. Et on a peut-être été persuasif dans les premières discussions pour réintroduire la notion du A2. De toute façon, les comités de suivi et les revoyures et les bilans annuels diront où on en est et comment ces portes s'ouvrent. En tous les cas, merci pour nous avoir fait le point sur ces deux premiers axes. On peut remercier Pierre-Yves, on peut remercier Olivier qui rejoignent l'assistance.